Alors, dans la gestion du backlog de produits, très souvent, il arrive qu'on ait des éléments à l'intérieur du backlog qui soient trop gros. C'est-à-dire que quand l'équipe fait une estimation de ces éléments, ils disent, si je vais prendre un exemple, une équipe qui ferait une estimation au planning poker, et leur estimation, c'est cet élément-là, c'est 100 points. Ça voudrait dire qu'il a 100 points de vélocité. Et l'équipe sait très bien, quand on fait une estimation à 100 points, ça veut dire que cet élément-là, il est beaucoup trop gros. En général, des estimations à 100 ou à 40 au planning poker, c'est des éléments qu'on doit décomposer. Ça veut dire que l'équipe ne se sent pas raisonnablement de pouvoir, à partir de cet élément-là, être en capacité de le transformer en un incrément de produit en un seul sprint. Alors ça explique aussi qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont une vélocité par sprint qui tourne aux alentours de 30, 40, 50, et mettre un seul élément, par exemple de 40 points de complexité, au sein d'un sprint pour une équipe qui aurait 100 points de vélocité, qui aurait 50 points de vélocité, pardon, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux mettre plusieurs éléments dans le sprint de taille à peu près égale, par exemple des éléments à 5 points, à 8 points, à 13 points éventuellement, ou grand maximum à 20 points, et encore cela, il est préférable de les découper, là encore, pour avoir des éléments de taille, plusieurs éléments de taille à peu près égale. Ça, c'est un bon sprint. Mais on reviendra sur cet aspect, comment on remplit le backlog de sprint. Mais c'est vraiment une bonne pratique à retenir. Mais pour amener les éléments à ces tailles-là, il faut les découper. Alors, le découpage des éléments, ça vient, la décomposition d'un produit en éléments plus petits, c'est une technique qui est connue depuis très longtemps dans une méthode qui s'appelle Prince2, ça s'appelle le PBS, le Product Breakdown Structure, et ça consiste à décomposer un produit en plusieurs éléments plus petits et plus facilement gérables. Donc cette technique, elle est largement utilisée dans Scrum, et on va retrouver des éléments de taille différentes. On a 4 grands niveaux identifiés dans Scrum. Dans Safe, on a également 4 grands niveaux. Dans Scrum, on a des thèmes qu'on va décomposer en épiques, qu'on va décomposer en features ou fonctionnalités, que l'on va décomposer en user story. Alors, toutes les équipes n'utilisent pas formellement ces 4 grandes structures ou ces 4 grands niveaux de décomposition. Là encore, ce ne sont pas des artefacts de Scrum, c'est une pratique. Il y a d'autres pratiques. Vous n'êtes pas obligé d'appeler des éléments des épiques, vous n'êtes pas obligé d'appeler des éléments des features ou des user stories. Vous n'êtes même pas obligé dans Scrum d'utiliser le formalisme des user stories. Ce n'est pas une obligation et vous avez à peu près aucune chance de tomber sur des questions lors de l'examen Product Owner qui vous demanderait de définir qu'est-ce que c'est qu'une épique, une feature ou une user story. Très souvent, même si vous voyez ces termes-là, c'est pas forcément là-dedans que vous trouverez les bonnes réponses. Vraiment, pour Scrum, on parle d'éléments et d'éléments ready. Donc on fait le distinguo entre uniquement ces deux niveaux-là. De manière un peu plus concrète, de manière un peu plus pratique, c'est bien d'avoir une visualisation des différents niveaux d'affinage. Et c'est pratique d'avoir ces liens en différents niveaux pour pouvoir identifier les dépendances. Parce que quand on commence à décomposer un élément en plusieurs éléments, bien évidemment, il y a un lien entre tous ces éléments. On va chercher à avoir du lien faible plutôt que du lien fort. Ça, c'est important parce que ça va permettre de décomposer ces éléments sans qu'il y ait du lien entre eux, sans qu'on se retrouve à l'issue d'un sprint avec un incrément qu'on ne peut pas pousser en production parce qu'il y a à l'intérieur des éléments qui sont liés à d'autres éléments qu'on n'a pas encore développés. Donc, on va voir que la manière de décomposer est importante et on peut décomposer de différentes manières.
Et on va partir sur un exemple concret pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, très souvent, les premiers éléments de notre backlog de produits vont être très grossiers. Et tant qu'on n'est pas prêt à les embarquer dans un sprint, on ne va pas chercher à affiner tout le backlog. On va plutôt procéder étape par étape. C'est pour ça qu'on fait un plan de release, c'est pour ça qu'on a des releases qui permettent de se focaliser, de se concentrer sur un objectif. Je vais prendre un ou deux éléments qui me permettent d'atteindre l'objectif de ma release. Et je vais décomposer ces éléments-là. Quand j'aurai décomposé ces éléments-là, que je les aurai complètement développés, je pourrais potentiellement mettre ma release en prod. Donc, ça, c'est des éléments grossiers, ça peut être des exigences, ça peut être des objectifs business, ça peut être des moyens qui permettent d'atteindre des objectifs business. On est sur des éléments assez gros, ça peut être des fonctionnalités, des besoins, mais tout ça, ça doit être découpé en éléments plus fins qu'on peut réaliser en un seul sprint. À ce moment-là, nos éléments sont réputés ready. Donc ici, dans cet exemple, on a un élément d'un backlog de produits qui indique que le produit nécessite d'injecter des données qui proviennent de référentiels différents ayant des structures différentes. Donc on est sur le développement, on pourrait dire d'un ETL, c'est-à-dire, ça c'est une brique qui, ETL c'est l'acronyme de Extract, Transform and Load, c'est-à-dire j'extrais des données de référentiels hétérogènes, je les transforme pour les unifier et je vais les charger dans un référentiel cible. Donc là typiquement j'ai une très grosse brique. Développer et mettre en production un ETL, c'est quasiment un projet à part entière. Dans le cas présent, on a pour ce projet-là, ou pour le développement de ce produit-là, besoin de mettre en œuvre un ETL. Et on n'en a pas dans l'organisation. Alors cet ETL, on pourrait le découper de deux manières différentes. C'est vraiment les deux grandes manières de découper, de faire du découpage de produits. C'est les deux grandes manières de faire du PBS. On peut découper horizontalement ou verticalement. Dans tous les cas, l'équipe elle va devoir créer des fonctions d'import, des fonctions de contrôle, des fonctions de transformation, des fonctions de validation, de gestion, d'exploitation des données. Mais on peut découper ça de différentes manières. Si on fait un découpage horizontal, on va commencer par développer des fonctions d'import et de validation de données, puis une brique métier de traitement des données, puis un modèle de données intermédiaire, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ETL. Puis on va avoir une interface de gestion des données, c'est-à-dire quelque chose qui me permet d'accéder à mes données intermédiaires pour les transformer, pour m'assurer de leur véracité ou de leur qualité. Puis après, je vais avoir une brique de transformation et d'agrégation de données, potentiellement de dédoublonnage de données. Je vais avoir plusieurs couches comme ça successives jusqu'à mon interface de validation de données qui me permettra de valider que mes données qui viennent de différents modèles, elles sont correctes, elles sont valides, elles peuvent être injectées dans mon référentiel. Ça, c'est mon découpage horizontal. Couche par couche, je fais mes traitements. Mais je vois bien que dans ce découpage, j'ai des liaisons très fortes les unes avec les autres. Alors, autre mode de découpage, le découpage vertical. Là, dans le découpage vertical, je commence par faire un connecteur vers mes référentiels. J'ai ensuite une couche de validation des données entrantes. J'ai du nettoyage des données entrantes, etc. etc. J'ai donc un découpage là vertical. Et au niveau de chacun de mes éléments, je vais avoir une interface, du traitement et du stockage de données. Donc j'ai mon modèle 3 couches à l'intérieur de chaque couche. Alors que dans le découpage horizontal, j'ai certaines couches qui sont des interfaces, j'ai d'autres couches qui sont des traitements et j'ai d'autres couches qui sont du stockage de données. Donc là, j'ai décomposé mon modèle 3 couches en couches intermédiaires. Dans ce découpage horizontal ou en couches, qui est historiquement le mode privilégié en ingénierie, historiquement, c'est comme ça qu'on fait du découpage. L'intérêt, c'est qu'on peut affecter chaque couche à une ressource ou à une équipe spécialisée. Et puis, ça, je peux le faire en parallèle, et à la fin, je vais avoir une phase d'intégration pour intégrer tous les développements de chaque individu ou de chaque équipe. Mais chaque couche prise individuellement ne fonctionne qu'avec les autres.
ou en tout cas celles avec lesquelles elles sont liées directement. Mon interface de gestion de données, là je suis que sur une couche d'interface. Si j'ai pas la couche de data en dessous, mon interface elle ne me sert à rien. Je suis obligé de la bouchonner, c'est-à-dire de faire plein de développement pour faire croire à mon interface qu'elle a des données en dessous. Là je ne peux pas juste me contenter d'injecter un jeu de test. Il faut que je simule complètement la couche qu'il y a en dessous et potentiellement la couche qu'il y a au-dessus. Donc c'est beaucoup de travail pour faire du test. Donc en général, on ne bouchonne pas, on attend d'avoir toutes les couches et après on fait de l'intégration. Ce qui veut dire des cycles de développement très longs. Mais historiquement, faire des cycles de développement très longs, ça ne posait pas de problème. On pouvait partir sur un projet 6 mois, 1 an, 2 ans, et ben on aura le résultat au bout de 2 ans. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire en agilité. En agilité, on a un sprint au maximum d'1 mois, et on a des durées cohérentes de sprint. Donc si je pars sur des sprints d'1 mois, au bout d'1 mois, je n'aurais pas fait tout ça. C'est pas possible. Ça veut dire que potentiellement à la fin de mon premier sprint, si je fais un découpage comme ça, j'ai un incrément de produit que je ne peux pas mettre en prod. Ça n'a aucune chance de fonctionner. Ou alors il faudrait que je parte sur des modèles extrêmement simplifiés, c'est-à-dire prendre des petits cas par des petits cas et réussir à faire en sorte que tout ça fonctionne dans un contexte particulier. Alors, dans certains cas, je peux procéder comme ça, mais ça permet, par exemple, quand on a plusieurs équipes Scrum, de mieux ventiler des éléments sur une équipe ou une autre. Alors là, on est sur du Scrum de Scrum. On fera en fin de cette formation un point sur le Scrum de Scrum, mais c'est pas l'approche la plus recommandée. On peut la mettre en œuvre, c'est pas celle qui est la plus recommandée. Ça peut pas, là, on ne peut pas faire de test fonctionnel, sauf à bouchonner nos applications. Séparément, chacune de mes couches n'apporte aucune valeur. Il faut que j'ai l'ensemble ou rien du tout pour avoir de la valeur. Donc potentiellement, je pars là dans des développements très longs. On est un peu quand même à l'opposé de ce qu'on recherche dans Scrum, c'est réduire le time to deliver pour mesurer de la valeur le plus tôt possible, le plus vite possible. L'intérêt, c'est qu'on peut réutiliser ces différentes couches à condition de prendre en compte les contraintes, les exigences de tous les autres référentiels potentiels. Donc je peux construire une couche de transformation et d'agrégation de données qui serait une couche générique, mais il faut que je prenne en compte potentiellement un périmètre qui va au-delà du périmètre du produit sur lequel je suis en train de travailler. Là encore, on part sur potentiellement de la construction d'usines à gaz. Là. Donc voilà, ça c'est pour le découpage horizontal. C'est pas interdit, mais c'est pas vraiment recommandé non plus. C'est assez rare qu'on parte sur ce type de découpage là. Il faut vraiment des conditions particulières, il faut être sur des développements de très grands programmes avec de nombreuses équipes Scrum. En général, on fait des Scrum de Scrum, voire on fait du less. Bon, il y a plusieurs manières de monter Scrum à l'échelle, c'est-à-dire de partir vraiment sur du développement de programme. Idéalement, et dans un premier temps, c'est ce qui est recommandé, c'est plutôt de faire du découpage vertical, on appelle ça aussi du feature slicing. Ça consiste à découper en éléments parfaitement fonctionnels, indépendants les uns des autres. Donc ici, par exemple, je vais développer un certain nombre de connecteurs. Je vais développer les 3 connecteurs vers mes 3 référentiels sources. Eh bien, mon connecteur, je peux le tester. Est-ce qu'il récupère bien des données de mon système source et est-ce qu'il est en capacité de créer un flux vers un point de destination? C'est facile à tester. J'envoie un jeu de test en entrée, je dois avoir un certain nombre de données en sortie. Mon connecteur, il est parfaitement fonctionnel et il a un couplage très faible avec mes autres couches ou avec mes autres silos. On pourrait plutôt les appeler des silos. Je n'ai pas besoin d'avoir la validation des données, je peux faire une validation manuelle pour m'assurer que mon connecteur il est fonctionnel. Donc chaque élément va comporter sa couche d'interface ou de présentation, sa couche de traitement et de stockage de données intermédiaires. Donc mon modèle 3 tiers, il s'inscrit à l'intérieur de chacune de mes briques. Donc ce découpage vertical ou feature slicing,
ça me permet, pour chacun de mes éléments, d'être complètement autonome. Il est testable avec des jeux de données, en entrée, en sortie. Là, mes connecteurs, je peux les tester indépendamment de tout le reste. Donc, mes éléments, vraiment, ils sont pas liés fortement entre eux. Je peux commencer par les connecteurs ou je peux commencer par du nettoyage de données entrantes. Je peux tester que mon nettoyage il fonctionne à partir d'un jeu de test en entrée, en sortie. J'ai un jeu de test type en entrée, je dois avoir une donnée nettoyée en sortie. Et je n'ai pas forcément besoin des connecteurs. Je peux avoir une couche de validation des données entrantes. Là encore, je n'ai pas forcément besoin des connecteurs. Je peux tester la validation de jeux de données test en entrée. Qu'est-ce que ça doit m'amener en sortie? Donc ici, j'ai vraiment des liens faibles ou une adhérence faible entre mes différents éléments, ce qui me permet à tout moment de pouvoir pousser des éléments en production sans être ennuyé. Alors je ne pourrais pas forcément utiliser l'intégralité, ça ne m'apportera pas forcément de la valeur, mais ça ne m'empêche pas de pousser en production. Je peux utiliser une partie de ces éléments. Ça ne m'interdit pas de commencer par exemple à constituer mon référentiel de données, à le stocker, à voir quel volume j'ai, et puis décider par la suite d'implémenter les briques qui vont derrière. Ça peut être le cas si je m'attendais à avoir beaucoup de données en entrée, mais finalement, quand on met le produit en production, on se rend compte que le volume de données ne permet pas de nourrir l'intelligence artificielle qu'on souhaitait mettre derrière tout ce dispositif. Pour l'instant, on n'a pas accès à suffisamment de référentiels de données. On constate en mesurant le volume qu'on n'en a pas assez. Bah, là, on va faire une revue de sprint, et puis on se dira, comment est-ce qu'on pivote? Comment est-ce qu'on s'adapte? On n'a pas assez de volume de données pour lancer la suite des développements tels qu'on l'avait prévu initialement. On va changer notre plan de release. On va s'adapter, on ira chercher d'autres référentiels de données. C'est ça qui va devenir une priorité. Parce que potentiellement, là, on est en train de remettre toute la valeur du produit en cause. Théoriquement, on en avait assez, et ben, dans la réalité, on n'en a pas assez. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'adapter? Ce sera l'enjeu là des prochains sprints. Voilà pour la partie découpage. Ce qu'il faut retenir, il y a deux grandes approches, horizontale ou verticale. On privilégie de préférence le vertical. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'adhérence, parce qu'on a moins de dépendance entre les éléments, ce qui permet d'organiser les sprints et les releases de manière beaucoup plus souple, plus fluide, et ce qui permet d'avoir des incréments parfaitement fonctionnels, testables, dans des conditions réelles de production. Voilà, la prochaine fois, on va voir comment est-ce qu'on gère les nouvelles demandes, toujours dans la gestion de notre backlog de produits.